Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Thomas Matagne, président fondateur d'Ecov, des services de covoiturage qui fonctionnent comme une ligne d'autobus. On verra comment elle se déploie en partenariat avec les collectivités locales. Notre débat, il portera aussi sur les trajets domicile-travail. 67% des Français considèrent le vélo comme l'avenir, mais 76% roulent encore en voiture individuelle. On verra que les entreprises ont un rôle à jouer pour aider leurs salariés à passer à cette mobilité douce et le plus souvent électrique. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Futura Gaia et ses fermes verticales. Il sera question de géoponie rotative. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est donc Thomas Matagne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous étiez venu nous présenter Ecov il y a peut-être un peu plus d'un an. Entreprise créée fin 2014, 8 ans et demi plus tard. Vous opérez combien de lignes de covoiturage? C'est quoi Ecov? On a une trentaine de territoires sur lesquels il y a une soixantaine de lignes qui sont opérées en France. D'accord. Et donc, il faut rappeler le principe quand même, c'est une ligne d'autobus, mais du covoiturage. C'est un peu ça? Exactement, c'est étendre le domaine des transports collectifs à des territoires qui ne sont pas suffisamment denses pour être bien équipés. Et pour ça, on s'appuie sur les flux de sièges libres qui existent déjà, qui sont les sièges libres dans les voitures individuelles. Et donc, un conducteur passe par la ligne de covoiturage naturellement, et en passant par la ligne, il peut embarquer des passagers. Il est libre de le faire s'il veut ou pas. Et pour un passager, c'est aller prendre comme un bus, mais avec une très haute fréquence, puisque le temps d'attente moyen d'un passager sur nos lignes, il est inférieur à 3 minutes. Donc, c'est la fréquence d'un métro dans des territoires périurbains et ruraux. Et pour lui, c'est se déplacer comme s'il prenait un transport collectif habituel. Et donc, on a vu une photo, c'est vraiment, il y a un abribus, quoi. On attend la voiture comme on attend un bus. Mais comment on est informé de qui vient? J'allais pas dire on va choisir le conducteur, mais voilà, comment c'est une appli tout simplement? Comment ça marche? Oui, alors c'est un mélange de physique et de numérique. Oui. C'est ça qui est clé. On organise dans le territoire les endroits où les conducteurs peuvent trouver des passagers réciproquement. Donc on comprend comment vont les flux, et à ces endroits-là, on met des arrêts en lien avec les arrêts de transport collectif. Et tout ça, on le fait avec les collectivités locales. Et concrètement, après, pour un passager, il va faire sa demande de covoiturage en temps réel, sans aucune réservation, au moment où il va vers l'arrêt ou même quand il est à l'arrêt, par l'application smartphone. C'est une immense majorité de l'usage. Mais il y a aussi possibilité par du SMS ou même par téléphone, si les gens ne savent pas utiliser une appli. Et donc, il fait sa demande de covoiturage sur la ligne en disant, voilà, je vais plus loin sur la ligne. Et l'info est diffusée en temps réel, à la fois sur les smartphones des conducteurs qui sont équipés et sur des panneaux lumineux qui sont en bord de voirie qui informent tout le flux de conducteurs. Et donc statistiquement, le point clé là, statistiquement dans le flux de conducteurs, on va avoir un conducteur disponible pour emmener le passager. Est-ce qu'il y a une taille limite, enfin un nombre de conducteurs limite pour que ça marche? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Évidemment, il faut comprendre les flux et avoir suffisamment de conducteurs qui participent pour que la ligne fonctionne. Mais le seuil est en fait très bas, ce qui fait qu'on arrive à faire ça dans des territoires très ruraux si le taux de participation est élevé. Quand on a une voiture sur deux qui s'arrête, ce qui peut être le cas dans les territoires qui sont assez solidaires, eh bien ça fonctionne très bien et ça marche avec des flux tout petits. Alors, et vous avez commencé à l'évoquer, donc une soixantaine de lignes de covoiturage. C'est quoi ce qu'on appelle la France périphérique? Alors de quoi on parle exactement? Vous êtes où? Alors, on est ailleurs que dans les centres-villes. Et donc, c'est la France dite périphérique, mais qui recouvre une très très grande diversité de situations. Nous, on l'appelle aussi la France qui conduit. C'est la France qui est un peu obligée. Qui n'a pas le choix. Qui n'a pas le choix. Pour l'essentiel des gens, prendre la voiture, c'est une obligation. Ce n'est pas forcément une volonté, un choix. Et la prendre seule en particulier, c'est rarement une volonté. Mais par contre, c'est des territoires qui ne sont pas suffisamment denses, qu'on a construits pendant tout le XXe siècle, avec justement l'essor de la voiture, pas suffisamment dense pour être équipé de bons transports collectifs, puisqu'il n'y a pas assez de personnes à transporter. Donc faire passer un bus toutes les 10 minutes, on n'arrive pas à le remplir. Donc on n'en met pas, donc les gens sont dépendants de la voiture. C'est à ça qu'on s'attaque. Est-ce que le conducteur gagne de l'argent?
ou est-ce que c'est bénévole? Alors ça dépend des lignes. Il y a des lignes qui sont sans partage de frais et ça marche très bien. Ouais. Et il y en a d'autres, il y a du partage de frais. Il y a 2 types de partage de frais. Le fait pour un conducteur de proposer ses sièges libres, c'est déjà quelque chose. C'est participer à un service public et avoir une petite indemnité de la collectivité pour ça et une indemnité supplémentaire quand on embarque un passager. C'est des petits montants, on est de l'ordre de 1 € pour proposer ses sièges libres et puis 2 € par passager pour des trajets de 30 km. Donc si on embarque un passager, ça fait 10 centimes par kilomètre par exemple. C'est vraiment du partage de frais. C'est intéressant pour le conducteur puisque ça permet d'absorber une partie des coûts et c'est très efficace économiquement. Mais alors, votre modèle économique, il ne repose pas là-dessus. Il repose sur les collectivités locales, Absolument. c'est bien ça. C'est ça. Nous, on ne reçoit pas d'argent sur la transaction entre les conducteurs et les passagers. Nous, on est payé par les collectivités locales, comme pour un transporteur RATP, Keolis, Transdev, SNCF, sont des acteurs qui fournissent des services publics de mobilité payés par les collectivités qui lèvent l'impôt pour faire ça. Nous, c'est la même chose, mais appliqué à des territoires moins denses. Et c'est un modèle qui convainc, puisque vous venez d'annoncer, c'était il y a un petit mois, une levée de fonds de 11 750 000 € auprès de quels partenaires pour commencer? Et puis ensuite, on va détailler un peu la stratégie. Alors, on a la Banque des Territoires qui nous accompagne depuis 2018, qui continue de nous accompagner, qui participe à ce tour de financement. On a ensuite BNP Paribas sur ses fonds propres, les fonds propres de la banque, au titre de son investissement à impact. On a ensuite Maïf Impact, qui est le fonds à impact de la Maïf. Et enfin, on a ADEME Investissement, qui est le bras armé pour l'investissement de l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie et qui déploie les fonds de France 2030. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire là? C'est quoi la stratégie? Alors, on continue de notre stratégie qui, depuis le début, est celle de faire à la fois de l'innovation radicale sur plein d'aspects technologiques, data, mais aussi social, d'usage, et la mise en œuvre sur le terrain. Parce qu'il faut bien être sur le terrain pour arriver à faire en sorte de changer les usages. Et donc, on a un objectif de très forte accélération du déploiement des lignes de covoiturage en France, puisqu'on se focalise sur la France pour l'instant, et en même temps de continuer de l'innovation et de faire grandir les deux ensemble. Oui, mais alors quand on parle d'innovation, c'est quoi? En fait, sur la data, sur la connaissance du trafic, des conducteurs, des passagers? Alors, il y a ça. Comprendre les flux de voitures, ce n'est pas simple. Déjà, il y a un sujet autour de la data. Donc, continuer de développer ça, Continuer de développer ça. On a un bureau d'études à part entière qui a ses propres outils qui sont assez uniques puisqu'on s'est concentré là-dessus. Mais donc, il y a encore un champ d'exploration très important avec des nouvelles sources de données notamment. Mais il y a aussi plein d'autres sources d'innovation. En fait, notre slogan, c'est la voiture est un transport collectif. C'est vraiment repenser le système routier comme un système de transport collectif. Or, le système routier, donc les routes et les voitures, ne sont pas du tout pensées pour ça. Donc concrètement, c'est arriver à faire en sorte qu'on s'intègre davantage dans le véhicule, pour que ça soit naturel en fait dans le véhicule de pouvoir partager ses sièges libres, de pouvoir embarquer un passager. Quand vous dites on s'intègre, que l'appli ECOV s'intègre plus naturellement dans le véhicule, c'est ça, d'accord? Que les véhicules soient utiles à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, les véhicules, ils ont plein de capteurs, mais ils ne mesurent pas le taux d'occupation d'un véhicule. Alors que c'est une information qui serait très utile, par exemple, pour pouvoir accéder à des voies réservées. Ou par exemple pour accéder aux zones à faible émission. Il y a l'interaction entre le véhicule et son usage et l'environnement, l'infrastructure et la régulation est quelque chose qui est quasiment inexistant aujourd'hui. Mais alors vous parlez de voies réservées, comment on développe des voies réservées dans des zones rurales où on n'est pas forcément sur des 2x2 voies? Enfin, je ne vois pas comment c'est possible ça. Ah non, en zone rurale on ne mettra pas de voies réservées. Bon, ok, alors on est bien d'accord, on ne va pas créer de nouvelles voies, etc. Voilà. Mais nous on est partout à l'exception des centres-villes. Et à l'extérieur des centres-villes on a aussi toutes les pénétrantes de métropole qui sont congestionnées. Donc ça, typiquement, ce sont des territoires sur lesquels il va y avoir des voies réservées, sur lesquels il y a des voies réservées en expérimentation en France qui marchent pas encore très bien, mais ça va s'améliorer. Mais surtout qu'on peut améliorer, c'est-à-dire qu'on peut arriver à faire plus intelligentes que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Et donc, sur la base de ce qui peut exister à l'étranger, sur des bonnes infrastructures bien exploitées et sur l'innovation qu'on peut apporter, on pense qu'il y a une réinvention du système routier complète qui peut être faite. Et est-ce que sur les lignes déjà existantes, il y a aussi du potentiel de développement, c'est-à-dire faire venir plus de voitures, plus d'utilisateurs, tout simplement? On est sur aucun réseau, on est à maturité. Le plus ancien qu'on a, qui est Lane, entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, qui a ouvert en 2019 aux passagers. On est toujours en forte croissance de semaine en semaine. Donc on est toujours dans une phase de croissance au sein de chaque ligne et des réseaux en tant que tels. Puisqu'évidemment, c'est des systèmes de réseau, donc il faut
un petit développement supplémentaire développe un potentiel complémentaire. Et il y a l'interaction en fait des lignes de covoiturage avec les autres modes de transport, et notamment les premiers derniers kilomètres, la trottinette, le vélo, le transport à la demande, plein de modes différents qui vont pouvoir compléter les lignes de covoiturage et qui sont aujourd'hui dans ces territoires assez peu développés. Et donc c'est là-dessus aussi que vous travaillez en innovation. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent facilement changer leur usage de la voiture. Donc il faut que ce soit simple. Et donc s'il y a un problème de premier dernier kilomètre, il faut aussi qu'on le règle et qu'on travaille avec des acteurs qui font ça, qu'on travaille avec les collectivités pour construire ce système multimodal qu'on connaît très bien dans ce centre-ville, mais qui n'existe pas dans ces territoires. Est-ce que les utilisateurs sont fidèles? Est-ce que vous réussissez à fidéliser les conducteurs et les passagers? Oui. On a un taux de rétention, un taux de fidélisation qui est extrêmement bon sur le très long terme. On perd pas mal de gens au début, mais une fois passé les 6 mois, on est à 100%, voire à plus de 100%, c'est-à-dire que les gens reviennent sur le temps long, sur 24 mois ou plus. Donc, on a une transformation profonde. Et d'autres éléments de preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a mesuré que sur le service line entre Bourgoin et Lyon, on a 21% de démotorisation de nos passagers. C'est-à-dire que les passagers ont revendu l'une des voitures du ménage parce que pour l'un des usages de mobilité, ils n'ont plus besoin de leur voiture. Et ça, c'est un peu le Graal ultime dans la politique de mobilité. C'est-à-dire quand les gens ne sont plus complètement dépendants de la voiture et qu'ils peuvent faire autrement, ils peuvent la revendre. Un mot de recrutement. Tiens, on va terminer là-dessus, puisque vous venez de lever cette somme, près de 12 millions d'euros. Vous allez gonfler en nombre de salariés. Quel type de profil vous recherchez? On va croître sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça va être très large en termes de recrutement. On vise une multiplication par 2 de notre équipe d'ici 2 à 3 ans. Et donc on va croître sur des postes autour de la R&D, technologique et data notamment, mais aussi opérationnel, ingénierie, opérationnel marketing, relations clients et relations utilisateurs. Donc voilà, on va continuer notre stratégie de gestion de la chaîne de valeur dans son ensemble. Et dernier mot, budget de com, de pub, c'est-à-dire ça se passe avec les territoires quand vous signez un contrat, c'est le territoire qui va faire connaître le nouveau service? Oui, complètement. Nous, on travaille en marque blanche. C'est la propriété de la collectivité, la marque. C'est un actif public, c'est logique que ce soit la marque de la collectivité, mais par contre, on va le mettre en œuvre pour le compte de la collectivité. Donc chaque projet va disposer d'un budget qui va nous permettre de faire connaître une marque, comme sur Grenoble par exemple, M Covoitlink Plus, qui est la marque locale associée à la marque M, qui est la marque de mobilité de Grenoble. Merci beaucoup Thomas Matagne et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, les défis, le secteur de l'alimentation face aux défis RSE. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. On parle mobilité douce dans notre débat avec Marie Godard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale adjointe de Paris Habitat. À vos côtés, Élodie Frémaux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice marketing et digital de Goodwatt. Allez, quelques questions de présentation pour démarrer. Paris Habitat, premier bailleur social de la ville de Paris. Ça représente combien de logements? C'est quoi Paris Habitat? Alors, Paris Habitat, donc effectivement bailleur social. Donc notre mission, c'est de loger le plus possible de gens, le moins cher possible. Sur Paris, ça représente 125 000 logements. Ça veut dire qu'on loge un Parisien sur 9 dans les immeubles de Paris Habitat. Et par ailleurs, on loge aussi un certain nombre de personnes sur le territoire du Grand Paris. Donc j'imagine que c'est important. Combien de collaborateurs, combien d'agences Alors c'est 2800 collaborateurs, dont 1000 gardiens d'immeubles vraiment en proximité avec nos locataires. Et c'est 21 agences et des directions territoriales sur l'ensemble du territoire Paris et métropole. Élodie Frémaux, quelques questions de présentation aussi. Goodwatt, donc c'est un dispositif de mobilité demain. Donc ma première question, c'est quoi Mobilité Demain? Expliquez-nous. Alors, Mobilité Demain est une entreprise privée qui agit pour faire évoluer les comportements et les habitudes de mobilité des salariés et des employeurs. Et donc, Goodwatt a été conçu par Mobilité Demain pour permettre de lever les freins à la pratique du vélo aux côtés des employeurs. C'est un dispositif, donc en quoi il consiste? Exactement. Goodwatt, c'est un dispositif qui permet aux employeurs de faire adopter la pratique du vélo à leurs salariés. Et pour cela, on a un dispositif en 3 étapes, avec de la sensibilisation, une expérimentation, on prête un vélo durant 1 mois, avec un accompagnement et un bilan. Et ce dispositif, il est clé en main et on le propose dans toute la France.
Et donc, Paris Habitat, c'est pour ça que vous êtes là toutes les deux, a décidé d'adopter ce dispositif. Alors comment ça se passe? On en est à quelle phase? C'est les premiers tests? Il y a quelques dizaines de salariés, de collaborateurs qui ont pris les vélos? Oui, tout à fait. Alors, on en est un peu à la moitié du dispositif. Okay. On a déjà fait un mois et on engage le deuxième mois. Il y a eu 20 collaborateurs sur le mois de mai qui ont pu emprunter un vélo. La chance, c'est qu'on avait différents types de vélos, ce qui était vraiment important. Des vélos électriques, mais aussi des vélos pliants, des vélos avec des sièges enfants, des vélos pour emmener 2 enfants. Vraiment pour montrer que le vélo peut être une solution, même quand... Comme ça, a priori, on se dit que ça ne va pas être très simple de déposer à l'école son enfant, d'aller ensuite au bureau et de revenir. Donc, on a 20 collaborateurs sur la première session et puis 20 collaborateurs qui sont en cours là, de tests. Donc, on a déjà le retour des 20 premiers et on est en cours des 20 seconds. Et alors? C'est quoi le retour des 20 premiers? Je ne sais pas qui veut répondre. Ouais, nous, en tous les cas, d'un point de vue employeur, et puis peut-être Élodie complétera, nous, déjà, on a eu beaucoup de candidatures, on a eu beaucoup de gens qui ont demandé à participer. Donc déjà, ça veut dire que le vélo, ça attire, ça questionne. On se dit que c'est bien d'essayer. Et puis, les premiers retours, c'est que je crois, mais Goodwatt le dira, c'est qu'on a eu beaucoup de kilomètres parcourus. Je crois qu'on a eu en moyenne 200 kilomètres parcourus par chacun de nos collaborateurs en un mois, ce qui est assez significatif. On a des profils très différents de collaborateurs. On a le gardien d'immeuble, on a des administratifs plutôt en agence, et puis on a des directeurs. Donc, c'est assez intéressant d'avoir des pratiques différentes. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui actuellement nous contactent pour savoir comment maintenant ils peuvent faire. Est-ce qu'ils peuvent louer, est-ce qu'ils peuvent acheter, enfin, comment ils peuvent passer maintenant à la pérennisation de cette pratique. Alors justement, on y viendra juste après. Élodie Frémaux, le premier bilan, et puis peut-être d'une manière générale, comment ça se passe avec les entreprises que vous accompagnez? Alors, le premier bilan pour Paris Habitat, il est extrêmement positif. Comme le disait Marie, les résultats sont au-dessus de nos moyennes nationales. Donc, en moyenne, le profil habituel qu'on accompagne, c'est une personne qui est éloignée du vélo, qui n'a pas l'habitude de se déplacer à vélo. Et notre objectif est de l'accompagner dans cette transition vers la pratique. Et chez Paris Habitat, on constate que les personnes ont parcouru 200 km en moyenne. Ça, c'est beaucoup plus que la moyenne habituelle? C'est 150 km, la moyenne habituelle. Mais ce qui est surtout important, au-delà du nombre de kilomètres, c'est qu'ils ont utilisé leur vélo 3 jours par semaine. Alors, pour certains, et d'autres beaucoup plus. Et ça, c'est important quand on parle de changement de comportement, c'est surtout la régularité et la répétition, plus que le nombre de kilomètres. À l'échelle nationale, aujourd'hui, on a accompagné 4000 salariés déjà, et on le constate, en fait, on arrive à amener des personnes éloignées de la pratique à adopter durablement le vélo. Donc, pour donner un ordre de grandeur, c'est 1 personne sur 2 qui, 6 mois après Goodwatt, fait du vélo au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est il y a une sorte de contradiction dans les chiffres chez les Français. Il y a 76% des Français, c'est l'INSEE qui nous dit ça, qui vont au travail en voiture. Et ils sont souvent seuls dans leur voiture, mais ils sont 67% à dire que le vélo, c'est l'avenir. Donc vous, votre job, c'est de faire en sorte d'inverser les chiffres, en quelque sorte, c'est ça? Alors, notre job, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes qui, finalement, ont plutôt un terreau, j'ai envie de dire, elles ont une envie, mais il y a beaucoup de freins. En fait. Ces freins, ils peuvent être psychologiques, ils peuvent être d'équipement. Un vélo électrique, il faut s'équiper. Ça peut être également des freins d'organisation. Ça, on le voit énormément. Mais comment je fais pour amener mes enfants? Ça va changer mes habitudes. Et donc, pour donner une idée, aujourd'hui, on a 56% des Français qui nous déclarent, c'est une étude parue et réalisée par Destin Commun, qui nous déclarent que le déplacement du quotidien, c'est une vraie routine et je n'aspire pas à en changer. Donc nous, notre métier, c'est d'aller à leur rencontre et de leur permettre finalement de concilier aspiration et réalisation. C'est pour ça que la notion de test est importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer, il faut inciter à se dire, tiens, vous pouvez peut-être inventer une nouvelle routine. C'est ça ce que vous nous dites là? Alors oui, ce que je vous dis en fait, c'est tout simplement, pour moi, on parle de rencontre. On va à la rencontre, on propose et en leur permettant d'avoir et le vélo et l'accompagnement. L'accompagnement est très important. Ça va leur permettre tout simplement de lever peu à peu les divers freins et au bout d'un mois, d'être prêts à se lancer. Ouais. Marie Godard, pourquoi les entreprises sont un vecteur de ce changement? Pourquoi c'est aux entreprises finalement d'inciter leurs salariés à passer le pas?
Je pense que si on parle du trajet, notamment domicile-travail, ce qu'on appelle les vélos taffeurs, évidemment, ça implique directement l'employeur. Nous, chez Paris Habitat, c'est un engagement un peu plus large parce qu'en tant qu'acteur de la ville, on a un engagement qui est très fort sur ce qu'on appelle décarbonation de la ville bas carbone. Donc, on y travaille évidemment sur nos immeubles, en faisant de la rénovation thermique, en faisant de la réhabilitation, en faisant des constructions neuves qui sont durables. Mais en parallèle, on veut aussi travailler sur les transports, que ce soit auprès de nos collaborateurs, donc évidemment pour le domicile-travail, mais aussi pour d'ailleurs les déplacements professionnels. Et puis aussi, vis-à-vis de nos locataires, on a aussi d'autres démarches qui sont comment on aménage nos immeubles pour avoir des locaux vélos, parce qu'on sait que ça aussi, ça peut être soit inciter, soit être un frein, de ne pas pouvoir garer de façon sécurisée son vélo. Et également, à destination de nos locataires, un certain nombre d'activités pour leur faire découvrir aussi ce mode de transport. Donc j'ai envie de dire que nous, on a une double casquette, à la fois d'employeur, où je pense qu'en tant qu'employeur, c'est vraiment intéressant d'avoir ce mode alternatif, puisque effectivement, les gens potentiellement y aspirent. On se rend compte dans les études qui ont été faites par Goodwatt qu'ils gagnent du temps. En plus de gagner du temps, ils gagnent en liberté, en ayant l'impression d'avoir un peu le pouvoir sur leur transport, parce que nous, en Ile-de-France, on est beaucoup sur des gens qui viennent pas forcément en voiture, mais qui viennent en transport en commun, mais parfois avec des difficultés, des ruptures dans les transports, et le fait d'être un peu passif et de pas maîtriser tout à fait son temps de trajet, ce qui n'est pas le cas avec le vélo. Donc on gagne aussi sur la santé de nos collaborateurs et leur bien-être, et du coup des collaborateurs qui sont bien, c'est des meilleurs collaborateurs pour l'entreprise. C'est vraiment le rôle de l'entreprise. Avec une aide financière aussi, ça va ou ça ira jusque-là ? Alors nous, chez Paris Habitat, on a mis en place le forfait mobilité durable qui, effectivement, donne une participation de l'employeur à des frais qui sont de mobilité plutôt durable. Donc, ils peuvent être des locations de vélos, de l'achat de vélos, d'achat d'équipements, d'entretien ensuite de son vélo ou de sa trottinette. Voilà, donc c'est un forfait qui est alloué à chaque collaborateur qui le souhaite et qui va pouvoir l'aider à prendre en charge un certain nombre de frais de mobilité durable. On identifie ensemble un certain nombre de freins au changement de routine, je reprends votre expression. Est-ce que le coût d'un vélo électrique rentre encore en ligne de compte aujourd'hui ou pas forcément ? Alors oui, bien entendu, le coût de l'équipement, et surtout quand on parle de salariés qui peuvent avoir des revenus avec des niveaux très divers, bien entendu, il rentre en ligne de compte. Et c'est là où on voit que l'engagement de l'employeur va être particulièrement important. Quand on a un employeur, par exemple, comme Paris Habitat, qui met en place le forfait mobilité durable, qui va également encourager, qui va tout de suite, ça va permettre aux salariés, en fait, de pouvoir, bien entendu, aller s'équiper à moindre prix, mais également de sentir que son employeur est avec lui et va l'accompagner dans cette transition. Et pour donner un chiffre, en fait, aujourd'hui, on sait que les employeurs, quand un employeur s'engage, on a 3 fois plus de salariés qui viennent à vélo pour le trajet domicile-travail dans son entreprise. Et alors là, c'est vraiment une question générale, pas seulement sur Paris Habitat, mais l'essayer, c'est l'adopter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quel pourcentage, vous avez peut-être évoqué ça, mais je vois bien qu'on rentre dans le détail, il y a quel pourcentage des utilisateurs, de gens qui passent soit des transports en commun au vélo, soit de la voiture individuelle au vélo, et qui adoptent le vélo pour de bon? L'essayer, c'est l'adopter, c'est notre mantra. Alors, pour donner une idée, à l'échelle nationale, on est majoritairement sur des automobilistes, puisqu'on vise, nous, notre objectif est vraiment cette transition. Éloignés du vélo, au bout d'un mois, ils sont 89% à nous déclarer qu'ils souhaitent continuer à se déplacer à vélo. 6 mois plus tard, 1 sur 2 fait du vélo quotidiennement. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce partenariat entre Paris Habitat et Goodwatt. On passe à notre rubrique Start-up. On va visiter une ferme verticale. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Pascal Thomas avec nous en duplex, le fondateur et président de Futura Gaia. Vous l'avez créé en 2019, vous êtes en Occitanie. C'est quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Bonjour, l'idée de départ de Futura Gaia, c'est comment on arrive à ajouter un nouveau modèle de production agricole, en sachant que l'agriculture fait face à des défis extrêmement importants aujourd'hui, principalement liés au climat.
et en particulier à celui de la gestion de l'eau. Et donc, une des principales idées de Futura Gaia, c'est comment est-ce qu'on est capable de produire des plantes de qualité sans pesticides et en utilisant le moins possible d'eau. Avec une logique de ferme verticale, c'est ce dont on parle ? Voilà, alors tout à fait. Donc on s'installe à l'intérieur de bâtiments existants. Ce que vous voyez en arrière-plan sur ma photo, c'est qu'on est allé s'installer dans un bâtiment qui a été recyclé. On recycle des bâtiments pour pouvoir leur permettre de reprendre une destination de production agricole et donc de permettre à un agriculteur qui a un bâtiment d'installer dedans une ferme qui va s'ajouter à ce qu'il fait par ailleurs. On parle de géoponie rotative. J'avoue que j'ai appris ce mot, cette expression. C'est quoi la géoponie rotative ? En fait, on essaie de faire la différence par rapport à ce qu'on entend classiquement avec l'hydroponie. L'hydroponie, c'est que les racines des plantes baignent dans de l'eau qui a été enrichie en nutriments. Nous, on utilise de la terre. On a décidé d'avoir un système qui permet de continuer à utiliser de la terre. Et donc, toutes les semences que l'on va utiliser sont issues de plantes qui poussent en terre habituellement. On va rester dans cet univers. Et puis, nos systèmes de culture tournent. Donc, on va parler de rotation. Et on va jouer justement avec cette rotation. D'accord. On peut produire toutes sortes de plantes, de fruits, de légumes dans vos fermes ? Alors, toutes sortes, oui. Pas toutes les plantes. Je pense qu'il faut quand même insister sur le fait que et il serait souhaitable d'ailleurs que dans le futur, on ne soit pas obligé de se mettre dans des bâtiments pour produire des plantes et que le monde extérieur restera suffisamment agréable et viable pour qu'on puisse continuer à produire de façon classique. On va aller produire un certain nombre de plantes, essentiellement là on le voit sur des aromatiques, des salades, des fraises, des tomates cerises, un certain nombre de productions que l'on va pouvoir mettre justement en intérieur et libérer de l'espace à l'extérieur. On va aussi être capable de produire des plantes à destination cosmétique et pharmacie qui vont permettre justement d'être réutilisées dans les pharmacopées. Vous nous avez parlé de la consommation d'eau. En quoi votre modèle consomme moins d'eau qu'un modèle traditionnel ? Alors le modèle, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va mettre que ce que la plante va être capable de consommer. On n'est pas dans un modèle de circulation d'eau. Donc là, on va mettre une quantité d'eau qui est calculée par ce qu'on appelle une recette, et puis après appliquée par un ordinateur chez nous, qui va dire combien aujourd'hui un basilic, une salade ou une fraise va consommer. Et on ne mettra que la quantité que la plante consomme. Donc si on en met moins, la plante souffre. Si on en met plus, on aura des gouttes qui vont tomber. Et donc ça va nous permettre d'ajuster en permanence la quantité nécessaire. Vous avez annoncé une levée de fonds de 11 millions d'euros en février dernier. Quelle est votre stratégie déploiement dans les prochains mois, prochaines années avec cette levée de fonds ? Alors cette levée de fonds va nous servir à plusieurs choses. La première, c'est continuer la recherche et développement sur des nouvelles espèces, de nouvelles plantes. On cherche en permanence à ajouter. Typiquement, on travaille beaucoup sur des protéines aujourd'hui. Donc il y a un vrai sujet de protéines végétales qu'il va falloir développer au moins en Europe. Donc là, on travaille sur la mise au point de nouvelles recettes pour des protéines végétales. On va ajouter aussi d'autres modes de culture. Donc on cherche à aussi étendre la capacité de nos systèmes à pouvoir prendre en compte des plantes qui sont différentes, des plantes par exemple beaucoup plus lourdes ou des lianes. Il y a de plus en plus de plantes qui sont des lianes, qui sont difficiles à faire quand on est dans un système rotatif. Et puis on commence à regarder l'implantation d'une première grande ferme. On a été lauréat d'un programme qui s'appelle France 2030 Première Usine. Et donc cette levée de fonds va aussi nous servir à initier cette première grande ferme qui doit nous permettre de pouvoir avoir cette première usine, ferme-usine à l'intérieur du territoire français. Merci beaucoup Pascal Thomas et bon vent à Futura Gaia. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louis Perrin à la programmation, à la production avec Marie Billard, Mani Pézèche que le réalisateur et Alexis Oustabassidis au son. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!